Lorsque 2025 a commencé, on aurait pu vous pardonner d'espérer que ce serait plus calme que l'année précédente. Après tout, le président élu Donald Trump promettait de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine dès son premier jour au pouvoir. Il y avait des signes d'un cessez-le-feu imminent à Gaza. L'armée soudanaise était si forte qu'on espérait qu'elle expulse vite les forces de soutien rapide de Khartoum et négocie la paix. Peut-être à partir d'une position de force. 2025 serait une année de paix. Eh bien, nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. La guerre à Gaza a duré 10 longs mois. L'Ukraine et le Soudan connaissent une violence inédite. Israël et l'Iran sont en guerre, tandis que le Pakistan et l'Inde subissent leur pire crise depuis des décennies. La Thaïlande et le Cambodge se sont affrontés, et les espoirs d'une année de paix se sont pratiquement évaporés. Comme 2024 avant elle, 2025 serait une année dominée par les conflits. Mais certains conflits ont reçu plus d'attention que d'autres. Loin des gros titres, d'autres guerres, au-delà de celles les plus célèbres, faisaient rage, répandant la mort et la misère, alors même que le reste du monde haussait collectivement les épaules. Voici les 11 conflits les plus importants, de l'Amérique latine à l'Asie, en passant par l'Afrique et les Caraïbes, qui n'ont presque pas été couverts par les médias traditionnels cette année. Chercher son nom sur Google ne devrait pas sembler violer sa vie privée, non ? Mais c'est le cas, parce que tu le fais et tu vois genre « Pourquoi mon adresse apparaît-elle là ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce correct ? Est-ce que c'est mon numéro de téléphone ?» Pas étonnant que je reçoive autant d'appels automatisés et indésirables, et toutes ces conneries. Ces données sont disponibles chez les courtiers en données, qui achètent et vendent essentiellement des informations. C'est louche, pas génial et potentiellement dangereux, le vol d'identité existe vraiment. Incogni supprime vos données personnelles des sites de recherche et bases de données douteuses. C'est légal, automatique et continu, vos informations pouvant réapparaître sans cesse. Si vous ne continuez pas, vous savez, à vous en occuper, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de continuer à vous en occuper. Vous prenez simplement Incogni et ils s'en occuperont pour vous, ce qui est appréciable. Mais ce qui le distingue, c'est leur fonctionnalité de suppression personnalisée. Si vos données apparaissent sur un site non couvert par Incogni, envoyez-leur le lien et leur équipe tentera de les retirer. Le forfait illimité offre une protection supérieure à celle des courtiers en données classiques, pour reprendre le contrôle de vos informations personnelles. Rendez-vous sur incogni.com chez Warfront et utilisez le code WARFRONT pour économiser 60 € sur un abonnement annuel. Ce service protège efficacement. Et retour à l'épisode d'aujourd'hui. Début mars, la British Broadcasting Corporation World Service a demandé si le Sahel était l'endroit le plus dangereux du monde. Bien que des analystes auraient pu rappeler à la British Broadcasting Corporation que des lieux comme le Soudan, Haïti ou les lignes de front en Ukraine existent toujours. Difficile de reprocher à la British Broadcasting Corporation d'avoir simplement posé la question. Alors que la plupart des Occidentaux peinaient à situer le Sahel sur une carte, la région a été envahie par l'une des insurrections les plus puissantes du monde. Plus précisément, le Sahel a été envahi par Jama al-Nusrat al-Islam et par Muslimim, aussi appelé Jenim, un réseau terroriste lié à Al-Qaïda, avec la plus grande chance de construire un califat moderne parmi toutes les insurrections djihadistes actives aujourd'hui. Début 2025, Jenim poursuivait son offensive asymétrique dans les 3 grands États sahéliens dirigés par des régimes militaires, Mali, Niger et Burkina Faso. Opérant dans tous ces pays et surtout dans la zone frontalière poreuse et mal surveillée où les 3 pays se rejoignent. Jenim tournait en rond autour de ces 3 gouvernements et de leurs conseillers mercenaires du groupe Wagner venus de Russie. Mais au cours de l'année 2025, Jenim a su tirer parti de cette position favorable, et cela en partie grâce à ses propres actions. En partie à cause des échecs russes et régionaux, Jenim est aujourd'hui plus puissant que jamais. Jenim a visiblement tiré profit du remplacement des mercenaires Wagner par le nouveau Corps Afrique décidé par la Russie. Une force paramilitaire liée à l'État, inefficace et évitant désormais les combats en première ligne, alors que les 3 régimes militaires régionaux sombrent dans des luttes internes croissantes. Ils ont cherché à établir des liens avec divers groupes rivaux de soutien internationaux potentiels. Et leurs armées démoralisées, enclines aux atrocités, ont brisé la confiance des communautés rurales, poussant ces dernières dans les bras même des insurgés Jenim que les régimes prétendent combattre. D'autres insurrections sur le même territoire, telles que l'État islamique, province du Sahel, accentuant le chaos et facilitant les opérations de Jenim. Parallèlement, Jenim a cherché à étendre son influence dans le nord du Bénin, du Togo et du Nigeria, où ils ont exploité 4 autres frontières, pour se cacher, planifier, former des recrues et soutenir leurs offensives contre les États du Sahel.
Ils se sont surtout concentrés sur le Mali et, depuis plusieurs mois, ciblent clairement les importations d'énergie nécessaires au maintien de l'électricité. Carburant de Jenim, les blocus ont fortement mis sous pression le gouvernement malien. Bien que les évaluations internationales sur une prise de contrôle du Mali par Jenim soient prématurées, il est clair que Jenim pourra y prospérer à l'avenir. En 2025, malgré des frappes aériennes américaines proches du Venezuela, l'Amérique latine n'a pas connu de guerre totale. Tous les conflits armés ne sont pas des guerres, et celui auquel l'Amérique latine a fait face a été très déstabilisant. En Amérique centrale et du Sud, les nations peinent à faire face à une offensive de groupes criminels organisés transnationaux. Ils n'essaient en jamais de conquérir directement un pays donné, mais exploitent des gouvernements faibles et corrompus pour construire et étendre des réseaux criminels qu'ils protègent ensuite par l'utilisation massive et brutale de la force. Dans certaines régions d'Amérique latine, ce problème persiste. Le Mexique affronte toujours les mêmes puissants cartels de la drogue. La Colombie, comme nous l'explorerons plus en détail dans la prochaine section, lutte encore contre des groupes de guérillas dispersés qui vivent à la croisée du crime organisé et de l'insurrection asymétrique. Les routes de contrebande alimentant la demande de drogue aux États-Unis restent largement intactes, tandis que de nouveaux fronts émergent et que des crises latentes explosent avec une intensité stupéfiante. L'Équateur a été bouleversé par une crise de sécurité intérieure persistante. Alors que des criminels transnationaux profitent de la faiblesse de la police pour faire du pays un nouveau paradis du crime, le Pérou reste au bord de l'effondrement. Est devenu tellement corrompu que les intérêts politiques, économiques et criminels se confondent tous en une seule cabale d'élite qui peut utiliser les ressources de l'État comme bon lui semble. La Bolivie a vite rejoint ce réseau régional en évolution, et le Chili figure désormais au même niveau que le Mexique et la Colombie dans les évaluations d'experts sur le risque du crime organisé. Même le Brésil, marqué par des syndicats criminels et une corruption étatique, a fait la une mondiale cette année avec le raid policier le plus meurtrier de son histoire. Même s'il est plus difficile de qualifier le conflit de l'Amérique latine avec ses syndicats criminels de guerre traditionnels, il marque tout autant la région. La sécurité et la défiance envers l'État ont provoqué d'importants bouleversements politiques du Chili au Guatemala et au Pérou. Les dirigeants mandatés pour résoudre le problème mais ayant échoué sont sanctionnés dans toute l'Amérique. Pendant ce temps, les syndicats du crime organisé profitent du chaos et s'enracinent davantage dans la société. La confiance envers les gouvernements régionaux est au plus bas, tandis que les craintes et la perception de la violence organisée sont au plus haut. Et 2025 a clairement montré que, sans un moyen de collaborer plus efficacement, les nations latino-américaines auront beaucoup de mal à reprendre le contrôle de la crise. Ça a toujours été un pari risqué. Lorsque le président colombien Gustavo Petro est arrivé au pouvoir en 2022, il l'a fait avec un plan qui oscillait entre l'ambition et la naïveté totale. Contrairement aux précédents présidents colombiens qui tentèrent de mettre fin à la guerre civile en vainquant les rebelles ou en négociant des accords de paix avec un groupe à la fois, Gustavo Petro comptait adopter une approche différente, appelée la paz totale, paix totale. Son plan consistait à négocier en même temps avec les principaux groupes rebelles et les cartels de drogue les plus connus, appuyés par des cessez-le-feu unilatéraux du gouvernement. On espérait que cela ouvrirait une nouvelle ère pour la Colombie. Une époque où des décennies d'insurrection, de violence et de faible contrôle de l'État pourraient céder la place à la paix. Si cela vous semble naïvement risible, sachez que les débuts de la paix totale laissaient entrevoir de fragiles raisons d'optimisme. Lors de notre première discussion en 2023, les meurtres avaient nettement diminué, mais les enlèvements avaient augmenté. En plissant bien les yeux, on pouvait presque croire que cela pourrait encore marcher. Pas avec tous les groupes armés, mais peut-être avec certaines branches notables des forces armées révolutionnaires de Colombie. Mais si cet espoir avait été réaliste, il avait disparu. Début 2025, la reprise de la violence effacerait les dernières traces d'une paix totale atteignable. Cette année-là a débuté par la plus grave crise de déplacement interne en Colombie depuis des décennies, après la prise de vastes territoires proches de la frontière vénézuélienne par l'armée de libération nationale. Elle a culminé en été quand des dissidents des forces armées révolutionnaires de Colombie ont fait exploser un camion piégé à Cali et abattu un hélicoptère de police. Elle a pris fin en décembre, l'armée de libération nationale imposant une grève armée dans certaines régions, forçant les civils à rester chez eux sous menace de violence. Au milieu de tout cela, la violence a éclaté entre groupes armés,
les anciens alliés des forces armées révolutionnaires de Colombie État-major central et Segunda Marcadalia, s'étant déclaré la guerre. L'armée de libération nationale s'affronte avec le clan du Golfe et les groupes armés se tournent de plus en plus vers les drones pour semer la terreur. Comme l'a écrit le Nouveau Humanitarian en juillet, je cite, « La Colombie est au milieu d'une flambée dramatique de violence due au conflit armé. » Pour être clair, la situation reste très différente de celle des années 1980 ou 1990. Bien que la violence ait considérablement augmenté cette année, on parle encore de centaines de morts plutôt que de milliers. Malgré tout, il est triste de voir la direction du pays. En 2016, un optimisme est né lorsque Bogota a signé la paix avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, principal groupe rebelle de gauche du pays. Si, à l'époque, vous aviez annoncé une paix totale d'ici 2025, on vous aurait peut-être cru. La tragédie de ces 12 derniers mois, c'est que, une fin définitive aux 61 ans de guerre civile et d'insurrection en Colombie semble aujourd'hui plus lointaine que jamais. En 2025, le conflit de basse intensité en Colombie a pris une tournure négative, bien que cela soit passé inaperçu dans le monde. Avant d'aborder le prochain conflit méconnu, faisons une courte pause pour vous parler de quelque chose. Oh, c'est vraiment super cool, je le sais parce que je suis moi-même extrêmement cool. Peut-être que vous regardez cette vidéo et pensez « Simon, c'est fantastique. Tu parles de ces conflits négligés, mais ne serait-il pas mieux d'avoir un endroit où les conflits ignorés pourraient toujours recevoir l'attention qu'ils méritent ? Bonne nouvelle, chers spectateurs hypothétiques. Un tel lieu existe, accessible sur Warfront pour seulement 5 € par mois. Frontsco, réservé aux abonnés, propose chaque semaine 2 vidéos et 2 articles sur ces sujets de passionnés moins connus. Pour ceux qui ne se lassent pas de voir mon visage, leur annonçant des nouvelles mondiales déprimantes. Nous avons récemment diffusé des vidéos sur les insurrections en Inde et publié des articles sur les conséquences de l'élection volée en Tanzanie. N'oublions pas notre récapitulatif hebdomadaire en salle de briefing des histoires mondiales passées inaperçues. Écoutez, vous voyez l'idée. Si vous appréciez cette vidéo, vous allez adorer Warfront. C'est 5 $ par mois. Cela vous donne accès à plusieurs vidéos exclusives. Et maintenant, retour à la vidéo d'aujourd'hui. 2025 n'a pas été la meilleure année pour le Nigeria. En juin, un attentat suicide a entraîné la mort de 12 personnes. C'était le premier attentat suicide dans le pays depuis une série d'attaques similaires en 2024. En septembre, Boko Haram a tué plus de 60 personnes lors d'une attaque nocturne dans l'état de Borno en novembre. Un affrontement entre Boko Haram et la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a entraîné la mort de 200 combattants d'ISWAP et d'un nombre non confirmé d'insurgés de Boko Haram. En décembre, des hommes armés ont kidnappé au moins 13 personnes dans une église du Kogi, au Nigeria, lors d'une seconde attaque similaire en 2 semaines. N'oublions pas que le gouvernement nigérian aurait déjoué un coup d'État en septembre, arrêtant plus d'une douzaine d'officiers militaires, dont un général de brigade et un colonel. En résumé, ce n'est pas une année marquante pour le géant africain, sauf brièvement en novembre. Lorsque le président américain Donald Trump a menacé de frappes militaires contre le pays pour protéger sa population chrétienne de ce qu'il considérait comme des meurtres à motivation religieuse, le Nigeria était rarement mentionné dans la presse internationale. L'une des raisons est que le conflit avec Boko Haram dure depuis 2009, pratiquement 2 décennies à ce stade, et il n'y a tout simplement aucune fin évidente en vue. Malgré le nombre croissant de morts et la crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver, il s'agit fondamentalement d'un vieux conflit qui a cessé de captiver l'attention du monde il y a très longtemps. L'insurrection de Boko Haram a marqué les esprits en 2014 lors de l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Après cela, le cycle d'information en continu est passé à d'autres nouveaux conflits, parmi lesquels il y avait largement le choix. Voici notre deuxième raison pour laquelle le Nigeria reçoit souvent une indifférence internationale. D'autres nations d'Afrique de l'Ouest s'en sortent bien plus mal que le Nigeria. Le Mali affronte actuellement un groupe lié à Al-Qaïda, appelé localement Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin ou Janim. La capitale, Bamako, a ainsi été mise sous siège. La Guinée-Bissau a récemment été victime d'un coup d'État qui a renversé le gouvernement du président Amaro Sissoko Embalo, qui, ironiquement, a été accusé par l'opposition du pays d'avoir tenté d'orchestrer un coup d'État constitutionnel pour conserver le pouvoir. Le Nigeria, plus stable que ses voisins, reste une puissance économique régionale et beaucoup estiment qu'il peut gérer ses problèmes. Alors, je veux dire, pourquoi s'en préoccuper ? Selon les experts de l'Organisation de localisation et de données sur les conflits armés, ACLAD, une organisation à but non lucratif qui surveille les conflits dans le monde entier,
c'est le conflit le plus dangereux pour les civils en Afrique. Je vais juste répéter cela. Selon des experts spécialisés dans le suivi des conflits, celui-ci est plus dangereux pour les civils que celui du Soudan, où les forces de soutien rapide ont commis des massacres si massifs que les taches de sang étaient invisibles depuis l'espace. Et la République démocratique du Congo, où le M23 s'est fixé comme objectif personnel d'être aussi violent que possible, et il y a de fortes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler auparavant. C'est la crise anglophone, un conflit en cours à l'ouest du Cameroun, opposant la population majoritairement anglophone de la région au gouvernement central principalement francophone. À Yaoundé, la crise a commencé en 2016 avec des manifestations pacifiques d'enseignants et d'avocats réclamant de meilleures conditions de travail et l'égalité linguistique dans les tribunaux et les écoles. Le gouvernement du président Paul Barre a réagi par des arrestations, des coupures d'Internet et l'envoi de l'armée. En 2017, la situation a dégénéré en conflit armé lorsque des groupes séparatistes ont déclaré l'indépendance de l'Ambazonie et ont commencé à se battre pour un État sécessionniste. Selon le groupe international de crise, plus de 6500 morts et plus de 580 000 déplacés. Les deux camps ont commis des atrocités. Les forces gouvernementales ont incendié des villages, exécuté et torturé des séparatistes présumés. Les milices séparatistes ont enlevé des étudiants, attaqué des écoles et tué des civils accusés de collaborer avec le gouvernement. Entre 2018 et 2019, plus de 300 élèves et enseignants ont été enlevés par des groupes armés selon l'Organisation des Nations Unies. À ce stade, vous vous demandez peut-être quelque chose comme « Attends une seconde, Simon. Comment un conflit ayant causé moins de 7000 morts peut-il être jugé plus dangereux que la guerre civile au Soudan ?» La réponse est simple. Dans une interview à Warfront, le principal analyste Afrique de AKHLED, Dr Lode Serwoth, explique que la crise au Cameroun est moins meurtrière que d'autres en Afrique. En Ambazonie, plus de civils sont visés par la violence qu'ailleurs, avec notamment un taux d'enlèvement très élevé. Alors, étant donné que c'est un véritable cauchemar pour ceux qui y vivent, pourquoi cette crise est-elle restée aussi largement ignorée ? Eh bien d'abord, et peut-être surtout, le Cameroun n'est pas stratégiquement important pour les puissances occidentales. Il n'a pas les réserves de pétrole du Nigeria, n'est pas un centre régional comme le Kenya, et n'est pas sur une route commerciale stratégique comme la Somalie. Aucune raison géopolitique convaincante n'oblige les grandes puissances à s'y intéresser. Cela signifie que la crise n'entraîne pas la pression diplomatique ou médiatique qui impose les conflits à l'agenda international, comme l'a récemment souligné l'administration Trump dans sa stratégie de sécurité nationale. La communauté internationale ne peut suivre qu'un nombre limité de conflits, et malheureusement le Cameroun n'en fait pas partie. Maintenant, nous ne disons pas cela pour justifier l'ignorance de ce conflit, mais pour expliquer pourquoi il a échappé à l'attention internationale malgré son lourd coût humain. Deuxièmement, le gouvernement de la British Indian Army a été remarquablement efficace pour contrôler le récit. Le Cameroun a de bonnes relations avec la France. Le président français Emmanuel Macron a effectué une visite en 2022. Et il ne s'agit pas seulement de la France, le Cameroun entretient également de bonnes relations avec d'autres nations occidentales. Biya, au pouvoir depuis 1982, se veut garant de stabilité dans une région sujette aux coups d'État. Son gouvernement décrit le conflit comme du terrorisme, pas comme la réaction d'une population marginalisée à des revendications qu'elle juge légitimes. Cela permet aux partenaires internationaux d'ignorer plus facilement les causes profondes du conflit et de continuer à soutenir Yaoundé. Troisièmement, le conflit manque de récits dramatiques et faciles à comprendre qui dominent les cycles d'actualité. Il n'y a pas de bon ou de méchant évident sur lequel les médias peuvent s'accrocher. Comme dit plus tôt, forces gouvernementales et groupes séparatistes ont tous commis des atrocités. Les tensions viennent du colonialisme et de la fusion du Cameroun britannique et français dans les années 1960, un contexte souvent inconnu à l'international. C'est complexe, chaotique et ne rentre pas dans les cadres utilisés par les médias occidentaux pour couvrir les conflits africains. Lorsque l'on prend tout cela en compte, le résultat est que l'un des conflits les plus meurtriers d'Afrique continue de s'éterniser dans sa 9e année et s'apprête à entrer dans sa 10e. Avec peu d'attention internationale, sans réel processus de paix, les civils subissent une impasse que ni camp ne peut rompre. Lorsque la plupart des gens pensent au Mozambique, ils imaginent généralement ces plages immaculées. Que ce soit le titre d'une des meilleures chansons de Bob Dylan ou l'un des 6 pays africains lusophones. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que depuis 2017, le pays fait face à une importante insurrection islamiste dans la province nord-ouest de Cabo Delgado. Cela s'est discrètement associé à l'expansion de l'État islamique en Afrique, et le coût humanitaire a été astronomique.
Peter Boffin d'Armed Conflict Location et Event Data Project a indiqué à Agência de Notícia de Portugal, principale agence de presse portugaise, que depuis la première attaque en 2017, plus de 6200 décès ont été recensés, selon Sofia Mineto de Médecins Sans Frontières. Depuis le début de la guerre, plus d'1 million de personnes ont été déplacées, et la majorité n'est pas rentrée chez elles. Et la violence s'est fortement intensifiée ces derniers mois. Je la cite, des attaques fréquentes, assassinats, enlèvements et pillages dans presque tous les districts et provinces voisines poussent les gens à fuir. Parfois une rumeur vide un quartier entier. Le conflit a débuté en octobre 2017, quand Al-Shabaab, distinct du groupe somalien, a mené des attaques coordonnées contre 3 postes de police à Mossoumbourg et Praia. Les raisons possibles pour lesquelles ils ont commencé l'insurrection sont nombreuses. Cela se résume à 2 éléments. L'extrémisme religieux et le sentiment chez les jeunes marginalisés de Cabo Delgado d'être abandonnés par Maputo. Après leur attaque initiale en 2017, Al-Shabaab a enchaîné les succès, remportant des victoires, recrutant et renforçant ses armes. Avant leur attaque la plus dévastatrice en 2021 contre Palmer. Nous n'allons pas détailler la bataille de Palmer ici, mais une vidéo sur cette chaîne l'explique si cela vous intéresse. Voici un résumé rapide. Un Palmer est proche de la péninsule d'Ofungi, où Total Energies menait un projet de gaz naturel liquéfié de 20 milliards de dollars parmi les plus grands d'Afrique. La découverte de grandes réserves de gaz en mer a fait de Cabo Delgado un pôle d'investissement étranger. Les habitants n'en voyaient aucun avantage, créant un ressentiment exploité par Al-Shabaab pour recruter. 3. Avant l'attaque de Palma, Al-Shabaab avait juré fidélité à l'État islamique et fait de l'attaque du projet pétrolier et gazier une priorité. L'attaque a réussi. Al-Shabaab s'est emparé de Palma, a tué des dizaines de travailleurs étrangers et a forcé Total Energy à suspendre ses opérations indéfiniment. Tout cela à très peu de frais pour le groupe. La réponse du gouvernement a été principalement militaire et s'est révélée largement inefficace pour stopper l'insurrection, même avec l'aide d'alliés régionaux du Rwanda et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ou Communauté de développement de l'Afrique australe. Alors pourquoi ce conflit est-il resté invisible ? Bien que site d'un projet majeur de gaz naturel liquéfié, Cabo Delgado ne menace pas les intérêts stratégiques occidentaux comme les conflits dans les régions pétrolières ou les grandes routes maritimes. Ensuite, le gouvernement a interdit la couverture médiatique du conflit, arrêtant les journalistes présents sur place sous de fausses accusations, selon Relief Web. Troisièmement, par rapport à d'autres crises mondiales, notamment celles liées à l'État islamique, le nombre de morts à Cabo Delgado reste relativement bas. Maintenant, nous ne disons pas que 6200 morts et 1 million de personnes déplacées ne comptent pas. Le monde est déjà pris par d'autres conflits, où le risque de mort est simplement plus grand. Alors que le conflit entame sa 9e année, rien ne montre qu'en dehors du Mozambique, quelqu'un s'y intéresse assez pour promouvoir des solutions politiques susceptibles de mettre fin à la violence. La moitié de la population souffre de la faim, et 1/10 de tous les habitants ont été transformés en réfugiés et forcés de fuir leur foyer. Nous ne parlons ni du Soudan, du Myanmar, ni d'autres conflits, connus mais négligés cette année. Il s'agit d'une crise très proche de la nation, dans laquelle beaucoup d'entre vous vivent. Un effondrement qui se produit à seulement 800 km des Keys de Floride et pourtant presque ignoré par les médias américains. C'est une crise qui engloutit la nation d'Haïti depuis juillet 2021, le mois où le président Johan L. Moïse a été assassiné, accélérant une descente vers l'anarchie. À l'automne 2022, le gouvernement du Premier ministre par intérim, Ariel Henry, sollicitait une intervention de l'Organisation des Nations Unies pour stopper la violence. Au printemps 2024, le gouvernement d'Henry s'est effondré après un soulèvement coordonné des gangs paralysant Port-au-Prince. À partir de là, croyez-le ou non, la situation a empiré, malgré un répit durant l'été 2024. Après le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité dirigée par le Kenya, ou mission multinationale d'appui à la sécurité, il est vite apparu que la force n'était pas à la hauteur pour combattre. Les gangs privés d'argent et de personnel. Elle n'a pas réussi à remplir sa mission de base, qui était de reprendre les points d'accès clés à Port-au-Prince et de permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, l'influence et la brutalité des gangs ne faisaient le vent que croître. En décembre 2024, plus de 200 personnes ont été massacrées en une nuit à Cité-Soleil. Mais si 2024 était une mauvaise année, 2025 allait être d'un tout autre niveau. Au cours des 12 derniers mois, la crise haïtienne est passée d'une simple île de 3 miles à un Tchernobyl géopolitique après avoir pris le contrôle de presque toute la capitale. Les gangs du pays ont étendu leur influence dans la région de l'Artibonite, prenant le contrôle de 50 localités de ce qui était autrefois le grenier à blé d'Haïti, aggravant ainsi une crise alimentaire déjà brutale.
La disparition de la police nationale a entraîné la formation de groupes de vigilants, les Boa Kalev, qui protègent les habitants et ont lynché des centaines de membres de gangs présumés. De plus, Erik Prince, célèbre pour Blackwater, aurait introduit un chaos particulier dans le conflit. Souvent vu comme l'architecte d'une nouvelle campagne de frappe de drones du gouvernement haïtien, les mercenaires de Prince ont dirigé une série croissante d'attaques vues à la première personne contre des bastions de gangs présumés. En octobre, Reuters rapportait que ces frappes avaient tué au moins 559 personnes. Si certains morts étaient sûrement des membres de gangs, d'autres, comme les 8 enfants tués à une fête d'anniversaire, ne l'étaient clairement pas. En parlant des morts, il n'est pas clair combien de personnes ont été tuées dans l'anarchie qui règne en Haïti. Selon l'Organisation des Nations Unies, 4338 personnes ont été tuées par des gangs durant les 9 premiers mois de 2025. Des études ont montré que de nombreux meurtres dans les bidonvilles d'Haïti échappent aux statistiques officielles. Il est donc difficile d'évaluer la dangerosité de la violence. Inside Crime a estimé en 2024 le taux d'homicide en Haïti à 62 pour 100 000 habitants. Haïti deviendrait alors plus dangereux que le Mexique, la Colombie, l'Afrique du Sud et même l'Équateur. Un pays tellement ravagé par la violence des gangs que son gouvernement a déclaré un état de conflit armé interne. Le pire, vu ce que nous savons sur la situation actuelle en Haïti. 2025 a sans doute été plus meurtrière que 2024 et rien ne laisse penser que la situation va bientôt s'améliorer. Pourtant, malgré tout, Haïti a à peine retenu l'attention du monde cette année, sans pour autant être totalement ignoré. Un accord difficilement obtenu par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies fin septembre. Renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité pour qu'elle devienne une force de répression de 5500 soldats, espérant ainsi réussir là où elle a échoué. Dans la culture, Haïti était tout simplement absente, même comme nation caribéenne. À moins de 500 km de Porto Rico, Haïti est devenue la Somalie nord-américaine. Le monde n'a même pas réagi, il n'a tout simplement pas remarqué. Cette réaction est-elle inévitable ? Peut-être, après tout, Haïti tombe dans des crises et en sort depuis des décennies maintenant. Il est tout de même remarquable que l'administration américaine actuelle s'inquiète plus de la censure en Europe et de la grâce de trafiquants condamnés que d'arrêter les gangs qui massacrent des civils chez elle. Malheureusement pour le peuple haïtien, 2026 risque d'être encore pire. En 2025, la guerre civile au Congo est restée reléguée en dernière page. Si vous ne suiviez pas la situation de près, vous l'auriez sans doute manqué. Cette année, une coalition rebelle soutenue internationalement a formé une région autonome, sans signe que le Congo puisse la reprendre. D'un côté de ce conflit, il y a le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi qu'un large éventail de milices alliées, tandis que de l'autre côté, il y a une alliance rebelle, dirigée par l'organisation M23, bénéficiaire d'un important soutien financier, logistique et en approvisionnement. Et des milliers de soldats venus du Rwanda voisin au cours de l'année, et c'est en grande partie grâce à l'aide du Rwanda que le M23 a capturé plusieurs villes clés en succession rapide. Début 2025, le M23 a pris Goma, qui comptait environ 800 000 habitants avant l'invasion, puis s'est dirigé vers le sud pour capturer Bukavu, où la population approchait les 12 millions. Goma et Bukavu sont les capitales des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, situées respectivement aux extrémités nord et sud du Grand Lac Kivu. En prenant les capitales et zones proches, le M23 a contrôlé les deux provinces, surtout les parties frontalières avec le Rwanda. À l'heure actuelle, le M23 a pris le contrôle de toute la zone frontalière entre le Congo et le Rwanda, dans un arrangement qui a apporté d'énormes avantages à la fois au M23 et à ses soutiens. À Kigali, le conflit actuel est avant tout une lutte pour les ressources comme les terres agricoles, l'énergie et surtout les minéraux essentiels. En prenant le contrôle de ces terres riches en minéraux et en obscurcissant toute la zone frontalière dans le brouillard de la guerre, le M23 a pu extraire ces minéraux critiques et les faire passer en contrebande au Rwanda à grande échelle, le Rwanda les revendant ensuite avec d'énormes profits. En retour, le M23 obtient plus de soutien militaire, de financement et une meilleure couverture diplomatique. Cette extraction de ressources a eu un coût élevé, infligeant d'immenses souffrances aux civils des parties impliquées dans le conflit. Les atrocités sont fréquentes, la responsabilité rare. Et pire encore, les nations les plus puissantes qui auraient pu intervenir préfèrent essayer de faire disparaître le conflit de la conscience mondiale. Récemment, le Rwanda et le Congo ont collaboré avec les États-Unis, signant des traités de paix et des accords sur l'extraction des ressources. Cela enrichira officiellement tous les gouvernements via ces traités. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont en paix.
Techniquement, puisque le Rwanda a nié soutenir M23, cette illusion suffit pour tous sur le terrain. Le conflit se poursuit. Le M23, l'armée congolaise et d'autres milices s'affrontant toute l'année pour le contrôle du nord et sud Kivu. En décembre, le M23 a achevé la prise d'une troisième grande ville, Uvira, dont la population avant l'invasion était d'environ 750 000 de personnes, en capturant Uvira. Le M23 a bloqué l'accès au Burundi, allié de la République démocratique du Congo et sceptique des actions du Rwanda. Il est peu probable que le M23 atteigne directement la capitale du Congo, mais ils continueront probablement à s'étendre vers l'Est congolais prochainement. Une guerre directe entre le Rwanda et le Burundi est désormais plus probable depuis la chute d'Ovira. Mais selon les gouvernements de Kinshasa, Kigali et Washington, il est tout à fait évident que le Congo est en paix. Pour reprendre une phrase de nos chers amis de Warfront, il n'y a pas de guerre à Basingso. Je n'ai aucune idée de ce que signifie cette référence. Opération Arbenya Adamali, c'est le nom de la campagne militaire lancée par les insurgés en septembre de cette année. Cela a brièvement donné espoir aux observateurs régionaux que le monde s'intéresserait à l'insurrection Amhara en Éthiopie. Depuis 2023, le Force armée nationale d'Amhara milice ethno-nationaliste de la communauté Amhara en Éthiopie mène une guerre brutale contre le gouvernement fédéral. Cela a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de centaines de milliers d'autres. Cependant, le 23 octobre, le Force armée nationale d'Amhara a annoncé qu'il avait accompli. L'opération a tué plus de 3000 soldats gouvernementaux, capturé 700 et paralysé les capacités militaires du gouvernement dans la région. Cela aurait dû être une étape majeure dans la couverture de ce conflit. La nouvelle est passée inaperçue, comme un navire dans la nuit, à peine remarqué sur les radars internationaux, malgré le fait qu'elle représente l'une des escalades les plus significatives d'un conflit cette année. Nous devons préciser ici que, puisque ces chiffres proviennent des WANO eux-mêmes et n'ont pas été vérifiés par une tierce partie indépendante, ils ne peuvent donc pas être considérés comme fiables. Même en tenant compte d'une possible exagération fréquente dans les conflits militaires, les chiffres montrent que l'armée éthiopienne peine à réprimer l'insurrection. Cela soulève la question, pourquoi le monde n'accorde-t-il pas plus d'attention à cette situation ? La principale raison est que le monde s'intéresse déjà à l'Éthiopie. Cependant, au lieu de se concentrer sur l'Amhara, qui est principalement considéré comme un simple conflit interne que l'armée éthiopienne finirait par écraser, l'attention internationale s'est portée sur la possibilité d'une guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée à cause de l'insistance continue de l'Éthiopie à vouloir accéder à la mer. Pour les observateurs régionaux, cela indique que l'Éthiopie vise probablement la ville portuaire érythréenne d'Assab. La décision récente de l'Érythrée de quitter l'autorité intergouvernementale pour le développement, a alimenté les craintes qu'une guerre puisse être imminente. Pour les observateurs, ce n'était qu'une guerre interétatique imminente éclipsant une insurrection régionale. Cependant, l'ironie de cela, comme nous l'avons déjà noté dans des vidéos précédentes, c'est qu'il existe un risque concernant toutes les insurrections en Éthiopie. Une coordination avec l'Érythrée pourrait créer une crise à multiples fronts que l'État éthiopien pourrait ne pas contenir. Après tout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En Indonésie, la guerre en cours sur la moitié ouest de l'île de Papouasie a été à peine évoquée cette année par la presse internationale. C'est une suite sombre mais attendue de la façon dont le monde a géré ce conflit ces 63 dernières années. Maintenant, pour tous ceux qui regardent cet épisode et se demandent « c'est quoi au juste le conflit en Papouasie ?» Aucune rancune. Cette contre-insurrection indonésienne illustre un conflit peu médiatisé. Ces dernières décennies, l'Indonésie a intensifié ses opérations militaires pour réprimer la résistance des Papous, notamment le mouvement pour la Papouasie libre. Selon une estimation d'un expert du conflit, entre 100 000 et 300 000 personnes auraient été tuées rien qu'avant. 2007, tandis que dans les années 2020, les Nations Unies et des groupes de défense des droits ont tenté d'alerter sur les disparitions forcées, la torture et les crimes graves contre les civils, y compris les enfants. Cette année, la Papouasie a peu fait la une, en raison des stricts contrôles de l'information et des restrictions à la presse indonésienne et internationale. La lente fuite d'informations en provenance de Papouasie suggère que 2025 a été une année particulièrement meurtrière. En juin 2025, le groupe AKLAD a signalé 29 affrontements entre rebelles papous et forces indonésiennes en mai. Bien plus élevés que les taux habituels.
Les forces rebelles papous sont connues pour avoir massacré des chercheurs d'or à plusieurs reprises. Des papous de haut rang ont été tués et des escarmouches ont eu lieu dans les villages, avec peu de morts. De nombreux incidents font parfois la une internationale, bien qu'ils soient relégués en bas des fils d'actualité en ligne. Mais la Papouasie est l'un de ces conflits où la plupart des analystes pensent qu'il se passe bien plus en coulisses, même si la majorité ne sera jamais révélée au reste du monde. Le conflit se déroule principalement dans des zones très accidentées, reculées ou isolées, avec une connectivité Internet limitée ou inexistante. Pratiquement aucun étranger de quelque sorte que ce soit. Et des conditions environnementales qui font que les preuves des escarmouches passées disparaissent très rapidement. Ni le gouvernement indonésien ni les rebelles papous n'ont tendance à signaler les affrontements lorsqu'ils peuvent être cachés, surtout dans les cas où leur propre camp subit des pertes. Donc, comme la plupart des années, nous ne savons vraiment pas grand-chose sur ce qui s'est passé en Papouasie en 2025. Nous savons seulement que c'est probablement l'année la plus violente en Papouasie depuis longtemps. Le fait que si peu d'informations sortent de la zone de combat est très préoccupant. Soyez honnêtes, pensiez-vous vraiment que quelque chose finirait premier aujourd'hui ? En 2025, la guerre civile au Soudan a attiré l'attention lorsque Al-Fasha, capitale du Darfour Nord, a été prise par les forces de soutien rapide en octobre, contrairement aux années précédentes. Le niveau de violence extrême que le groupe a déchaîné a brièvement percé la bulle d'indifférence qui entoure depuis longtemps la pire guerre du monde. Vous vous souvenez peut-être même de certains des détails les plus atroces du massacre, des taches de sang visibles depuis l'espace. Le laboratoire de recherche humanitaire de Yale estime qu'en 10 jours, il pourrait y avoir eu plus de morts à Al-Fasha qu'en 10 jours de guerre à Gaza. À l'heure actuelle, la ville reste fermée aux organisations extérieures. Il est donc impossible de connaître le nombre précis de victimes, et des débats persistent sur la façon dont elles ont été tuées. Pour donner une idée de l'ampleur des bilans possibles, l'Organisation pour les données sur les conflits armés et les événements, Armed Conflict Location et Event Data Project, note que les forces de soutien rapide auraient tué plus de 1300 civils au cours de la première semaine après la chute de la ville. Alors que le gouverneur du Darfour, Mini Minawi, a estimé le nombre total de morts à 27 000 soit dans la fourchette haute. Un briefing récent aux parlementaires britanniques rapporte qu'au moins 60 000 personnes ont été assassinées à Al-Fasha. Pour être juste, Acled précise clairement que leur estimation est extrêmement prudente. Cela donne tout de même une idée de l'incertitude qui entoure ces chiffres, et cela avant même que nous abordions le cas des 150 000 habitants dont on est toujours sans nouvelles. Ont-ils été pris en otage par les forces de soutien rapide ou tués ? Pour l'instant, nous l'ignorons. Cependant, nous pouvons dire que le massacre d'Al-Fasha a finalement émergé dans la conscience du public. Pour la première fois depuis avril 2023, le Soudan était à la une et en tendance sur les réseaux sociaux. Nous pouvions même le constater dans nos propres chiffres d'audience. Normalement, une vidéo sur le Soudan concernant les fronts de guerre attire peut-être 200 000 spectateurs. Suite à la chute d'Al-Fasha, notre vidéo sur l'atrocité a dépassé le 1 million de vues. Vous pourriez donc raisonnablement demander, peut-on vraiment dire que le conflit au Soudan est ignoré ? N'est-il pas maintenant reconnu comme le grand conflit sous-médiatisé ? Beaucoup plus visible que les combats, par exemple au Myanmar ? Notre réponse est simple. La guerre au Soudan est sans doute plus connue que celle du Myanmar, le conflit à Cabo Delgado ou les combats à l'est de la République démocratique du Congo. Mais comparé à l'ampleur des combats, à la crise des réfugiés, aux meurtres massifs de civils, elle reste malheureusement largement ignorée par le reste du monde. Cette ignorance a des conséquences. En avril dernier, les forces de soutien rapide ont envahi le camp de réfugiés de Zamzam, en périphérie d'Al-Fasha. À l'époque, c'était l'une des pires atrocités de la guerre au Soudan, causant des milliers de morts. Project Syndicate a décrit cela comme le moment Srebrenica du Soudan, en référence au massacre de plus de 8000 civils en Bosnie en 1995 qui avait conduit à l'intervention de l'OTAN. Pourtant, dans le cas du Soudan, il n'y a jamais eu d'intervention. Non seulement cela, mais la destruction de Zamzam et les massacres qui ont suivi ont à peine effleuré la conscience publique. Le monde détournait toujours le regard pendant que les forces de soutien rapide resserraient dans leur emprise sur Al-Fasha et se préparaient à l'assaut. Écoutez, les hypothèses contrefactuelles, c'est toujours difficile. Impossible de savoir avec certitude comment l'histoire aurait évolué si certains éléments avaient en changé. Mais il y a une chance qu'une guerre au Soudan, qui n'aurait pas été autant ignorée, aurait vu le siège d'Al-Fasha devenir une priorité à l'agenda international. Pression diplomatique sur les forces de soutien rapide et leur soutien principal, les Émirats arabes unis, ou action militaire contre les forces de soutien rapide, des positions autour de la ville auraient pu éviter les massacres qui ont eu lieu en octobre.
L'aveuglement du leadership mondial sur le Soudan a permis aux paramilitaires de commettre ce qui pourrait être le pire crime de guerre du siècle. C'est pourquoi nous appelons le Soudan le conflit le plus négligé de 2025. Seul le temps dira si le monde réagira à cette guerre en 2026 avant que d'autres innocents soudanais souffrent. Merci d'avoir regardé.